Voici un petit peu ce que l'on va faire et ce que l'on va voir dans ce webinaire. Donc, on va évidemment avoir une partie introduction sur les menaces actuelles en termes de cybermenaces, voir un petit peu les chiffres et voir que ces chiffres ne sont pas du tout dans une évolution qui va à la baisse, et bien au contraire. C'est pour cela que la cybersécurité aujourd'hui a besoin de personnes comme vous et comme nous. On va parler ensuite évidemment donc de manière générale du ransomware. Qu'est-ce que c'est, comment s'en protéger et pourquoi le ransomware aujourd'hui a le vent en poupe et pourquoi aujourd'hui les sociétés sont dans une situation catastrophique quand elles font face à ce genre de menaces. On fera un état actuel de la menace ransomware en faisant un focus bien précis sur le malware, ce malware-là en particulier. On parlera ensuite donc de l'aspect formation et sensibilisation, voir qu'il y a une différence entre les deux termes. On fera ensuite une démonstration en direct d'un ransomware pour bien comprendre l'objectif et les tenants et aboutissants de ce malware. Et ensuite, Julien reprendra la main donc, pour expliquer un petit peu les différentes formations que nous proposons au sein de notre école. Alors, aujourd'hui, évidemment, ce n'est pas un scoop, les sociétés sont de plus en plus confrontées à du stockage de données, donc vous allez retrouver différents types de données. Vous allez retrouver des données internes qui vont concerner l'activité principale de la société, avec effectivement des prototypes, des applications internes, etc. On va retrouver des données clients, des données sur les utilisateurs, et on va aussi retrouver évidemment aujourd'hui avec la mise en place de Security Operations Center, ce qu'on appelle des SOC, on va retrouver des entreprises qui vont devoir stocker et conserver différents logs, leurs journaux de logs au sein de différents serveurs qui sont de plus en plus chers et de plus en plus gros. Évidemment, les ransomware, le sujet de ce webinaire, vont cibler principalement toutes ces données-là et c'est ce qui va rendre ces attaques évidemment graves. Société. Petit point par rapport à tout ce que je vous disais juste avant. Donc, toutes les données que nous allons montrer dans ce webinaire, même si nous sommes le 1er avril, évidemment, ce sont de vraies données. Malheureusement, on aurait bien aimé que ce soit un poisson d'avril, mais ce n'est pas le cas. On est en constante évolution sur le nombre de cyberattaques. La situation sanitaire de cette dernière année a évidemment propulsé à un sommet encore jamais atteint le nombre de cyberattaques qui se déroulent chaque jour. Vous retrouvez ici donc 2 sites internet qui permettent de mettre en avant mes propos. Vous avez un premier site donc qui s'appelle StreetMap de Checkpoint, donc Checkpoint qui est une société américaine et israélienne en même temps, donc qui met en avant des attaques de type malware, de type injection et de type vulnérabilité. Évidemment, toutes les attaques ne sont pas représentées sur ce genre de site pour la simple et bonne raison que les cyberattaques, on représente ça souvent comme un iceberg et la partie immergée de l'iceberg est la plus importante et donc la majorité des attaques aujourd'hui ne sont pas détectées au moment où elles sont lancées. On s'en rend compte dans les sociétés quelques mois plus tard quand le mal est fait et c'est un problème. Vous avez aussi Kaspersky, société russe, qui met en avant aussi une carte interactive. Donc, ces cartes-là sont beaucoup utilisées en termes de sensibilisation dans les sociétés et met en avant un petit peu l'état actuel des cybermenaces. Donc, je vous laisse aller visiter ces sites-là pour voir un petit peu l'état actuel de la situation. Alors, un petit peu de statistiques maintenant. Encore une fois, ce sont des choses qui sont connues et qui sont évidemment d'intérêt aujourd'hui. Ce schéma qui date évidemment de 2016 sur des données 2015, aujourd'hui évidemment est le même, voire sur des chiffres qui ne vont pas évidemment dans le bon sens. Aujourd'hui, on considère que par l'origine d'une attaque dans une société, 40% viennent de l'extérieur et 60% viennent de l'intérieur de la société. Donc, on comprend l'intérêt pour une société d'aussi bien se sécuriser par rapport à l'extérieur que de l'intérieur. Et en termes de menaces internes, on verra plus tard quelles peuvent être justement ces menaces internes, on considère que 15% sont des attaques involontaires, donc dues à un manque de sensibilisation, dues à des habitudes qui ne vont pas dans le bon sens de la politique de sécurité, etc., ou à des actions, ou un manque de connaissance du personnel de l'entreprise. Et sur ces 60% d'origine interne, on a environ 45% qui sont dues à des attaques mal intentionnées. Donc on entend là des attaques volontaires et préparées. Par rapport aux vecteurs de ces attaques-là, évidemment, en tête de liste, on retrouve sur plusieurs rapports les mêmes depuis plusieurs années. Ici, vous avez des chiffres qui sont tout récents, donc du rapport du C20 de janvier 2021, issu du baromètre des entreprises. Et en tête de vecteur d'attaque, évidemment, on retrouve le phishing
ou le spear phishing pour la majorité des entreprises. Donc, ce sont des questions qui ont été posées à un pool de 200 ou 230 entreprises et 80% d'entre elles ont répondu effectivement avoir été victimes d'un phishing. On retrouve aussi en tête de liste l'exploitation de failles. Donc, on va évidemment parler de vulnérabilités logicielles ou matérielles. C'est-à-dire que ce sont des vulnérabilités qui sont mises à jour souvent dans des listes sur Internet, que les entreprises ne prennent pas forcément le temps ou mettent du temps, à patcher. Et évidemment, les attaquants sont toujours là pour les exploiter. Et on va retrouver aussi ce qu'on appelle des défauts de configuration. Donc là, ce sont des choses, par exemple, qu'on appelle aussi des sorties de carton, où on laisse des accès avec des mots de passe par défaut, ou tout ce genre de choses qui peuvent évidemment être exploitées. On retrouve aussi l'arnaque au président, une bonne vieille méthode qui ne demande pas beaucoup de connaissances, mais qui apparemment fonctionne encore très bien. Et on va faire appel au jeu d'acteurs des personnes qui sont à l'initiative. C'est le fait de se faire passer pour quelqu'un et de faire réaliser une action à une personne, tout en se faisant passer pour un supérieur, un patron. Et cette personne, sous l'émotion, dans le stress et tout ça, va réaliser une action. Il y a des très bonnes histoires sur Internet concernant l'arnaque au président. Je vous laisserai aller vous renseigner tout ça. Et on retrouve aussi évidemment les tentatives de connexion avec les brute force, les mots de passe qui sont par défaut avec des mots de passe comme password que l'on retrouve encore beaucoup trop. Face à cela, par rapport à toutes ces cybermenaces, une question a été posée aux entreprises pour donner un petit peu de statistiques encore, mais je vais passer rapidement. Quels sont les dispositifs que les sociétés ont souhaité renforcer? Évidemment, on retrouve en tête de liste la sensibilisation des utilisateurs. Les entreprises prennent conscience que ce sont souvent des habitudes, de mauvaises habitudes des salariés qui sont à l'origine d'une attaque. Une clé USB trouvée dehors qui est branchée, un mail qui est ouvert avec une pièce jointe sans regarder, tout ce genre de choses, sont des mauvaises habitudes qu'il faut changer chez les salariés. Les sociétés commandent à s'en rendre compte, donc tant mieux. On a toute la partie scan de vulnérabilité aussi, les analyses avec les outils logiciels pour analyser les mails et effectivement l'intégration de SOC, de Security Operations Center, pour voir une attaque, pouvoir espérer détecter une attaque, parce que ce n'est pas une réussite à 100% évidemment, aux prémices et au plus tôt pour pouvoir réagir rapidement. Question aussi qui a été posée aux entreprises, est-ce qu'elles mettent en place un programme d'entraînement? Et là, effectivement, ce graphique nous montre que la sécurité n'est pas forcément dans les priorités de toutes les entreprises, parce qu'il n'y a que 33% des entreprises sur le panel d'entreprises qui ont été questionnées, bien entendu, qui reconnaissent avoir déjà réalisé des simulations ou en réaliser périodiquement. C'est-à-dire qu'environ 67% d'entre elles ne réalisent pas du tout d'entraînement sur les équipes, donc ne mettent pas du tout en avant l'aspect sensibilisation ni menace actuelle. Et pour certaines d'entre elles, c'est en projet, mais on ne sait pas trop quand. Donc ça reflète bien un petit peu la vision et l'état actuel de la cybersécurité en France. Alors, parlons un petit peu maintenant du ransomware, ce malware aujourd'hui qui fait parler de lui et on entend énormément, pour ceux qui assurent de la veille en cyber, on entend beaucoup parler de ce malware. Le ransomware, évidemment, ou rançongiciel en français, donc j'utiliserai ransomware pendant ce webinaire parce que je ne suis pas trop fan du terme français. C'est un malware donc, qui a pour objectif de venir rançonner sa victime, c'est-à-dire de venir chiffrer tout ou partie d'un système, chiffrer principalement les données avec tout type de documents, et de demander une rançon pour peut-être obtenir un script de déchiffrement pour réaccéder à ces données. Le malware va fonctionner, le ransomware va fonctionner souvent de la même manière. Il va utiliser un vecteur d'infection pour s'introduire, il va s'exécuter, il va chiffrer les données, certainement se propager sur le réseau, parce que l'objectif, c'est pas de chiffrer un seul poste, mais d'essayer de se propager sur tout le réseau, c'est mieux. Et évidemment, derrière, il va demander une rançon à sa victime. Alors, quelques petits exemples de ransomware, vous en avez certainement déjà entendu parler, je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a plein, mais je vais parler un peu de ceux qui sortent du lot. On a Loki, qui a été découvert en 2016, donc qui était capable de chiffrer plus de 160 types de fichiers, c'est pas rien, et lui, son vecteur d'infection, c'était un phishing par mail avec des pièces jointes à ouvrir, donc des faux fichiers Excel, des fausses images, qui évidemment exploitaient des vulnérabilités sur les systèmes d'exploitation utilisés. Une fois le mail, la pièce jointe ou le lien cliqué par l'utilisateur, il se retrouvait face à un écran comme ça qui expliquait que les fichiers sont chiffrés et qu'il faut payer tant de bitcoins sur telle adresse, effectivement.
On a Bad Rabbit aussi, qui est un malware de type ransomware, donc découvert en 2017. Lui, il a beaucoup sévi en Russie. Alors lui, il a utilisé un vecteur d'affection qu'on appelle le drive-by. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails du drive-by, mais c'est le fait de compromettre des sites légitimes. Je vais prendre exemple, si jamais le site de l'ANSSI se faisait compromettre, c'est-à-dire que des attaquants exploitaient une vulnérabilité du site de l'ANSSI, et en même temps, ça pourrait faire un bon exemple de ça peut arriver à tout le monde en même temps. Mais bon, c'est pas arrivé, je le souhaite pas, mais si jamais c'était le cas, si les utilisateurs se rendaient sur le site de l'ANSSI, eh bien, ce que les attaquants auraient injecté dans le site s'exécuterait pour toutes les personnes qui visitent ce site-là. Et c'est aujourd'hui l'un des principaux vecteurs sur le web de malware. On parle de drive-by ou de drive-by download, qui est un petit peu différent. Et là, les attaquants, ils ont évidemment exploité des vulnérabilités sur des sites légitimes et ils ont injecté un certain code qui s'exécute côté client et qui générait un pop-up de mise à jour d'Adobe Flash. Adobe Flash qui effectivement permettait, donc qui était un outil d'Adobe qui permettait de jouer sur le langage Flash qui aujourd'hui n'est plus supporté. Les utilisateurs voyant ce pop-up, comme beaucoup de personnes non sensibilisées ou qu'on se pose pas trop de questions, ont cliqué dessus. Ça téléchargeait un exécutable aux couleurs d'Adobe et tout ça, vous verrez tout à l'heure avec le malware que nous avons créé. On peut très vite piéger un utilisateur. Lorsque vous exécutiez, le PC était chiffré, vous aviez ce joli message en bas. Alors normalement c'est un GIF, mais sur le PDF ça s'anime pas. Mais encore une fois, vous aviez un compteur avec l'ensemble des fichiers chiffrés, etc. Il faut payer telle rançon sur telle adresse pour peut-être obtenir, encore une fois, un algorithme de déchiffrement. Ryuk, qui tire son nom d'un célèbre manga donc qui a été découvert en 2018. Alors lui, il avait, alors plus les ransomware avancent et plus, si vous suivez l'actualité, vous vous rendez compte que les attaquants sortent de nouvelles idées, vont encore plus loin pour espérer avoir de la rançon. Aujourd'hui, on en est arrivé à des ransomware où on menace aussi de publier vos données en plus de ne pas les récupérer. Si vous ne souhaitez pas payer, on vous publie vos données sur Internet. Donc les attaquants vont encore plus loin pour espérer obtenir leur argent. Le malware Ryuk, lui, il avait la capacité de désactiver en plus l'option de restauration Windows. C'est-à-dire que pour toutes les sociétés qui étaient passées par ce formidable outil Windows de sauvegarde, ne pouvaient plus restaurer les sauvegardes réalisées par Windows. Il avait la possibilité aussi de chiffrer les différents lecteurs réseau que vous aviez de monter sur votre poste. Il a eu des conséquences catastrophiques aux USA et on estime aujourd'hui, enfin, sur un rapport de 2018, que c'est plus de 640 000 $ de versés par les entreprises pour récupérer leurs données. Évidemment, le rapport ne mentionne pas si les entreprises qui ont payé ont obtenu la récupération de leurs données. Alors celui-là, j'aime bien le présenter, je suis désolé sur le PDF, effectivement c'est une image noire, mais pour ceux qui connaissent Jigsaw de son nom tiré du film Saw, c'est la petite poupée avec les yeux rouges en fait qui apparaissait. On considère que c'est le malware le plus sadique, et si jamais vous allez vous renseigner sur internet, vous verrez qu'il y a des ransomware qui sont encore plus fous que ça. Il y a des ransomware où il faut répondre à des questionnaires de géographie pour pouvoir déchiffrer les données. Enfin, il y a des ransomware où vous pouvez négocier la rançon ou des choses comme ça. Enfin bref, aujourd'hui les attaquants ont plein d'idées. Alors celui-ci, découvert en 2016, il était capable donc de chiffrer plus de 200 types de fichiers, donc c'est un très gros bébé. Et il avait la particularité donc d'informer l'utilisateur qu'à chaque heure passée, il supprimait un fichier supplémentaire. Mais c'était de manière incrémentale parce qu'à la première heure, il supprimait le premier fichier, à la deuxième heure, il supprimait 2 fichiers, à la troisième, 3 fichiers, etc., etc. Vous avez compris le principe. L'utilisateur avait 72 heures pour payer, sinon l'ensemble des données allait être supprimées, évidemment, de la machine. Et si vous tentiez de redémarrer ou faire quoi que ce soit sur la machine, il supprimait par milliers. Donc là, on place l'utilisateur dans un cadre, dans un contexte de stress, de peur, et c'est ce qu'il cherche évidemment à faire pour justement pousser les personnes à payer et évidemment à rançonner, à verser l'argent aux attaquants. Bon, je ne pouvais pas passer à côté de celui-là en parlant des ransomware, forcément, le ransomware WannaCry, qui est le plus connu aujourd'hui et qui est encore le meilleur dans sa catégorie. Il a évidemment été découvert en 2017, 300 000 postes à travers 150 pays touchés à travers le monde, et WannaCry sévit encore aujourd'hui. Et ça, encore une fois, pour les personnes et les experts de la cybersécurité, c'est un indicateur qui nous montre que la cybersécurité, la sécurité aujourd'hui n'est pas au cœur des préoccupations, parce que pour se protéger de WannaCry, il suffit simplement de mettre son système d'exploitation à jour.
Rien de plus simple. Donc s'il sévit encore, c'est qu'il y a des personnes qui n'ont pas justement cette vision, cet objectif de se sécuriser. Et c'est bien dommage. Il exploitait la faille MS-17010 avec l'histoire de Edward Snowden et des shadow brokers. Je vous laisserai aller vous renseigner sur le sujet. C'est une perte financière qui est estimée à plus de 4 milliards de dollars à travers le monde. Donc aujourd'hui, il est toujours en tête de liste et on espère évidemment qu'il n'y en a aucun qui réussira à le battre. Alors, par rapport à tous ces malwares, ils sont bien lancés par quelqu'un, ils n'arrivent pas comme ça par magie ni par hasard. Il y a effectivement des personnes derrière qui ont des motivations pour évidemment lancer tous ces malwares. On va retrouver évidemment les black hats, donc qui sont des pirates informatiques, d'accord. On donne un petit peu les intentions d'un hacker par rapport à la couleur de son chapeau, parce que les hackers et les pirates informatiques ont effectivement les mêmes outils entre les mains et ils ne vont pas en faire la même chose. Les black hats, qu'est-ce qu'ils vont chercher? Ça va être évidemment le gain financier. L'intérêt de lancer un ransomware dans une société, c'est qu'elle vous paye et que vous obtenez de l'argent. Ça, c'est évidemment le premier objectif. On peut avoir comme objectif aussi le vol, la suppression ou l'altération de données pour une société, ce qui va évidemment faire lien avec la concurrence professionnelle. Vous avez aujourd'hui des sociétés concurrentes qui ne vont pas hésiter, au-delà de mettre des commentaires négatifs sur Internet, à essayer de perturber le SI des différentes sociétés concurrentes. On va avoir l'atteinte à l'image ou à la notoriété de la société. Et on a aussi le just for fun qui est à prendre en compte, c'est-à-dire que vous avez des black hats qui sont simplement là pour s'éclater et pour obtenir une reconnaissance, pour dire « cool, j'ai réussi ». Et ces attaquants-là, ils ne visent pas forcément des sociétés en particulier. On a trop tendance en cybersécurité aujourd'hui à entendre de la part des sociétés « de toute façon, je suis une petite société, je n'intéresse personne, on ne s'intéresse pas à moi ». C'est peut-être vrai, mais il y a des hackers qui ne vont pas s'intéresser à une société, qui vont s'intéresser à un système, à une machine, à une faille en particulier. Et si vous correspondez à leurs critères de recherche, vous allez être attaqué. Ils ne savent pas qui ils attaquent. Ils ne vont pas savoir qui vous êtes, mais vous allez quand même vous faire attaquer, vous faire rançonner, parce que justement, vous avez ce système, vous avez cette faille, ou vous utilisez cette application, ce site web, qui malheureusement est dans leur collimateur. Et ce n'est pas parce que c'est vous, ni parce que vous faites ça, c'est juste parce que correspond à ce qu'ils recherchent. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut considérer que la menace pèse pour tout le monde et que des hackers qui sont là pour le juste for fun, malheureusement, ça peut tomber sur n'importe qui. Alors, il y a effectivement les méchants, les black hats dont on vient de parler, et il y a aussi les white hats. Ce sont les hackers éthiques ou les ethical hackers. Et nous, on appelle ça des spécialistes défense des systèmes d'information. Ce sont des personnes que nous formons sur le cursus SDSI et qui vont avoir pour objectif de sécuriser les systèmes d'information. Alors, il y a nos SDSI, il y a plein de gens aujourd'hui qui œuvrent dans la cyber. Évidemment, je ne vous conseillerais que trop nos SDSI pour plusieurs raisons. Ils ont pour objectif d'effectuer des tests d'intrusion au sein de votre société, donc pour venir mettre en avant des vulnérabilités, des failles, un manquement de sécurité et pour ensuite proposer un plan de traitement de toutes ces vulnérabilités et des corrections. Ils vont dresser un état des lieux de la sécurité en menant un audit. Ils vont mettre en place des politiques de sécurité pour que toute la société suive les grandes lignes directrices de cyber et que tout le monde aille dans le même sens. Ils ont un rôle aussi d'informer et de conseiller les dirigeants et le personnel en matière de sécurité. Ils vont sont capables de réaliser des sensibilisations du personnel, point très intéressant dont on reparlera tout à l'heure. Petit exemple local de la mairie de Aulnoy-Aymeries. Donc, c'est une mairie de 9000 habitants. Ce n'est pas la mégalopole française ni une métropole, c'est une petite ville qui se trouve quelque part près de Maubeuge, dans le nord de la France. La mairie de Aulnoy-Aymeries a été victime d'un ransomware. Ça fait partie des news, ça fait partie de l'histoire du ransomware. Vous pouvez les vérifier sur Internet. C'est écrit et c'est inscrit. Ils ont constaté une cyberattaque, ils ont découvert que c'était un ransomware. Alors, l'avantage, si je puis dire, d'un ransomware, c'est qu'on découvre rapidement le type de malware auquel on est confronté. Parce que quand vous avez un message qui vous demande de payer, souvent, c'est que c'est un ransomware. La rançon demandée par ce ransomware, 150 000 €. L'histoire ne raconte pas ce qui s'est passé derrière. Je laisserai les news et les journaux l'expliquer à ma place. Ce petit slide, en fait, pour vous montrer que nul n'est épargné. Si les attaquants sont capables de s'attaquer à une petite mairie d'une ville de 9000 habitants, on comprend ici que n'importe qui, évidemment, peut se retrouver dans ce cas-là. Alors, l'état actuel par rapport à la perte financière des ransomware, voici un schéma qui vous explique la perte financière causée par l'arrêt du système, en fait, par incident suite à un ransomware.
L'objectif n'est pas de connaître les chiffres par cœur, c'est simplement de voir que la tendance n'est pas à la baisse et que l'estimation pour 2021, on en arrive à près de 380 000 $. Donc, c'est effectivement quelque chose d'important qu'il faut absolument prendre en compte et que j'essaye par ce webinaire de vous faire prendre conscience. Alors, l'intérêt de tout ça, comment réagir par rapport à un ransomware, évidemment. Hop, je vais juste essayer d'afficher. Hop, voilà. Donc, les bonnes réactions par rapport à un ransomware. Évidemment, la bonne réaction par rapport à un ransomware, c'est déjà de faire de la sensibilisation et de se sécuriser en amont, d'accord? Parce qu'une fois qu'on a ce message de rançon, il est déjà trop tard. Ce qui veut dire que votre système est déjà impacté et que vous êtes déjà infecté. Les premières, alors il y a plein de recommandations évidemment qu'on pourrait vous conseiller, mais celles-là sont celles que évidemment sont les plus importantes. C'est évidemment de ne pas redémarrer ni éteindre les postes de votre SI. Pourquoi? Parce que l'objectif, quand on est victime d'un ransomware, c'est de pouvoir déchiffrer l'ensemble des fichiers. Pour déchiffrer les fichiers, il faut connaître l'algorithme de chiffrement. Je ne vais pas rentrer dans les détails du chiffrement, du déchiffrement, mais pour savoir quel algorithme de chiffrement, quelle clé a été utilisée, l'objectif, c'est de récupérer le malware pour pouvoir faire de la rétro-ingénierie dessus et espérer sortir un algorithme de déchiffrement qui va nous permettre de récupérer nos fichiers. La tendance aujourd'hui dans les malwares, et on explique ça à nos SDSI et ils en sortent avec plein de connaissances, c'est que les malwares ont comme particularité aujourd'hui d'être fileless, c'est-à-dire sans fichier. C'est-à-dire que ces malwares vont s'exécuter dans la RAM, dans la mémoire des PC. On le sait, lorsqu'on redémarre un poste, la mémoire RAM est effacée, à part si on dispose de matériel très cher et très imposant qui permet quand même de récupérer des infos, mais il n'y a que quelques entités nationales qui possèdent ce genre de choses. Donc le commun des mortels, lui, ne peut pas récupérer ce qui se trouve dans la RAM après un redémarrage. Donc si on redémarre le poste, on perd le malware et donc on perd évidemment toute possibilité de pouvoir créer un algorithme de déchiffrement qui nous permet de récupérer les données. On va évidemment déconnecter un maximum les postes infectés et identifiés du réseau. Pourquoi? Parce que même si notre réseau est atteint, peut-être que le malware ne s'est pas encore propagé partout. Un petit peu comme aujourd'hui, on va, avec le Covid, on va réduire le contact de nos machines et on va évidemment les isoler du réseau pour essayer de contenir un maximum la propagation du malware. On demande aux entreprises aussi de maîtriser la communication interne et externe. Interne pour éviter la panique dans la société et externe pour éviter aux sociétés de communiquer trop vite. On a tendance à voir trop souvent des entreprises dans la panique qui communiquent rapidement et qui souvent annoncent des choses qui ne sont pas vraies et il y a des modifications à faire par la suite, donc ça fait pas très sérieux. Il vaut mieux des fois attendre un petit peu, avoir les bonnes infos et communiquer correctement sur les réseaux externes par rapport à cette situation. On évite un maximum de se connecter avec des comptes privilégiés, donc qui ont accès sur la majorité du système, parce qu'une grande partie des malwares vont chercher à faire de l'élévation de privilèges. Et évidemment, si jamais on a des sessions qui sont ouvertes sur des comptes privilégiés, ça va leur faciliter la tâche. Et aussi ne pas se fier à des outils qui sont non audités et que vous récupérez sur Internet. Si vous trouvez des scripts sur Internet, déchiffre tout type de ransomware, je suis capable de supprimer, de retrouver vos fichiers, fuyez ce genre de choses, parce que là, c'est le suraccident que l'on fait, c'est-à-dire qu'en plus du malware que vous êtes en train d'affronter, vous rajoutez une couche avec des outils dont vous ne connaissez pas l'origine. Donc attention à tout ça. Évidemment aussi, préconisation de l'ANSSI, recommandation forte de l'ANSSI, c'est de ne pas payer la rançon demandée. Pour la simple et bonne raison que plus les entreprises payent et plus l'activité du ransomware est rentable et donc on sera confronté à de plus en plus de ransomware. Donc évidemment, la théorie voudrait que les entreprises ne payent pas par rapport à une intrusion de type ransomware. Il est possible, dans certains cas, de déchiffrer les données. Vous avez aujourd'hui des malwares de type ransomware qui utilisent des algorithmes de chiffrement qui sont déjà connus et vous avez des experts en cybersécurité dans des très grosses entreprises internationales qui s'occupent d'essayer de trouver des scripts de déchiffrement. Vous avez ici le premier site qui s'appelle No More Ransom et ici un site qui s'appelle noransom.kaspersky qui sont des sites sur lesquels vous pouvez, en cas d'attaque de ransomware, partager et envoyer un fichier chiffré et les outils en ligne de ces deux sites-là vont s'occuper d'essayer de comprendre à quel ransomware vous faites face et s'ils connaissent l'algorithme de déchiffrement,
vous proposer un algorithme pour récupérer vos données. Je ne dis pas que c'est la solution miracle à tout problème, évidemment que non, ce serait trop beau, mais en tout cas, avant d'arriver à l'idée de dire on est obligé de payer, il y a quand même des choses à faire. Il y a évidemment la possibilité aussi de contacter l'ANSSI et les sites du gouvernement pour signaler des incidents et pouvoir être aidé dans ce cas-là. Alors justement, par rapport à tout cela, une de mes connaissances qui malheureusement n'a pas souhaité être citée dans ce webinaire, mais qui a discuté avec moi, est un consultant en cyber. Il m'a partagé son retour terrain par rapport au ransomware, parce qu'il a été confronté à plein de sociétés qui ont été victimes de ransomware, surtout dans des petites sociétés. Il est intervenu et principalement aussi, il a eu la chance de pouvoir négocier une rançon avec des rançonneurs. Donc, il a évidemment, lui, une approche beaucoup plus pratique du ransomware, parce que c'est vrai que l'ANSSI dit qu'il faut pas payer tout ça, donc c'est bien beau, mais sur le terrain, malheureusement, il y a une vision des entreprises qui est tout autre. Parce que pour lui, évidemment, les petites sociétés dans lesquelles il intervient, souvent leur parc informatique est géré par des sociétés externes, et ces sociétés externes, locales, ne sont pas forcément sensibilisées aux bonnes pratiques de la cyber. Ce qui veut dire que couramment, et pour tous mes amis pentesters et toutes les personnes qui sont là et qui font du pentest le savent, on retrouve trop souvent des mots de passe avec admin password ou des mots de passe faibles ou du protocole RDP qui est activé ou des sessions TS qui sont actives. Bref, on retrouve tout ce genre de choses. Dans ces entreprises-là aussi, les sauvegardes ne sont pas externalisées, c'est-à-dire qu'elles font partie intègre du SI et qu'on peut y accéder avec n'importe quel poste sur le SI. Grosse erreur, surtout quand on est en face de Ryuk ou de ransomware qui vont aussi chiffrer les sauvegardes. Donc en fait, au final, comme il le dit, il y a une masse importante de petites entreprises et si elles ne payent pas la rançon, elles sont obligées de mettre la clé sous la porte. Quand vous avez des grands groupes qui sont attaqués, ils ont de la trésorerie, ils ont la possibilité de pouvoir s'arrêter 2-3 semaines, ça va leur faire un impact, mais ils vont quand même se relever. Des petites sociétés, malheureusement, si elles sont aujourd'hui attaquées par un ransomware et qu'il n'y a pas d'algorithme de déchiffrement, la majorité se retrouve contrainte de devoir payer cette rançon parce que sinon, c'est évidemment, comme il le dit, la clé sous la porte. Et sa dernière expérience qu'il m'a partagée et qui m'a fait comprendre un petit peu aussi que la réalité du terrain est tout autre. Il a eu le dirigeant de la société en pleurs dans son bureau, qui, c'était certainement une entreprise familiale avec 2-3 salariés, 2-3 familles qui vivaient de cette activité-là. La dirigeante de la société, du coup, inquiète pour l'avenir de son entreprise. Au final, comme il le dit, le choix s'impose finalement assez rapidement. Évidemment, cette entreprise a fait le choix de payer et a été, évidemment, les données ont été déchiffrées. Voilà un petit peu la réalité du terrain par rapport effectivement à tout ce qu'on peut vous dire et tout ça. Évidemment, la best practice est dans un monde meilleur, on voudrait que toutes les entreprises ne payent pas. Mais bien sûr, la réalité du terrain, comme vous pouvez le constater, en est tout autre. Alors, parlons un petit peu de justement formation et de sensibilisation de tout ça. Il y a une différence entre les deux. Former une personne, un salarié, c'est lui permettre d'acquérir des compétences particulières, d'acquérir des expertises dans un domaine spécifique, et c'est aussi renforcer et maintenir à jour ses compétences. C'est ça la formation et l'objectif de mettre des salariés en formation. À l'inverse, une sensibilisation, ça va être beaucoup plus en termes de guide d'hygiène et de bonnes pratiques. En fait, on va permettre à des personnes, quand on fait des sensibilisations, de visualiser un contexte, de comprendre une tendance et d'être capable de voir l'existence et de comprendre que la menace existe bien et de pouvoir comprendre les conséquences de si jamais il se passe ça, qu'est-ce qui va se passer. Par cette sensibilisation, justement, on va modifier certains comportements et habitudes des salariés qui ne prêtent pas attention aux mails qu'ils ouvrent, des salariés qui sont capables de récupérer une clé USB par terre et de la brancher directement sur le poste, des salariés qui vont sur Internet et qui font pas forcément attention. Et évidemment, il y en a plein aujourd'hui, sinon il n'y aurait pas autant d'attaques. Donc la sensibilisation, ça va permettre justement de leur faire prendre conscience et de comprendre et de connaître les vecteurs d'attaque. Et en sachant que les attaques arrivent par tel ou tel biais, ces salariés vont effectivement faire attention et avoir conscience de cela et leur faire prendre conscience aussi que leur attention et leur sérieux par rapport à tout ça, ça permet à la société d'assurer une pérennité sur le long terme.
Alors, différents liens ici, bon, je ne vais pas vous les présenter parce qu'évidemment, on va être un petit peu pris par le temps, mais je vous laisse la liberté d'aller consulter tout ça. Évidemment, ce sont des liens qui sont totalement légitimes, bien sûr, et qui sont évidemment sur le site gouv.fr, aussi de l'ANSSI. On retrouve plusieurs choses. En premier, on retrouve le guide de l'ANSSI par rapport à la menace du ransomware, du rançon logiciel, sur comment se protéger, comment réagir en cas d'attaque. On retrouve aussi différentes informations sur l'état de la menace dans ce deuxième lien. On va retrouver ici un dossier sur les risques de tous les malwares et principalement les ransomware. Et on va retrouver ensuite le guide d'hygiène et le guide de bonne pratique de l'ANSSI. Et on va retrouver évidemment aussi un ensemble de communication de fichiers visuels, graphiques pour justement comment se protéger sur Internet, comment se protéger des malwares. Donc évidemment, à utiliser avec au maximum pour toutes les personnes et pour toutes les sociétés. Place maintenant à la démonstration de l'activation d'un ransomware sur une machine Windows 10 64 bits à jour. Et pour vous montrer aussi que un malware, de type ransomware, je ne vais pas dire que c'est à la portée de tout le monde, parce qu'évidemment, heureusement non, mais que quand on est dans le domaine et qu'on est un tant soit peu développeur et qu'on s'intéresse à ce genre de choses, on peut très vite être capable de développer ce genre de choses et en plus capable d'évader les systèmes de sécurité, et la preuve justement avec cette. Alors rapidement, ce à quoi on va être confronté? On va être confronté à ce genre d'image. Donc là, c'est le ransomware Cerber, je n'en ai pas parlé, mais c'en est un autre. Demande évidemment de venir payer parce que les fichiers sont chiffrés. Et évidemment, cette image-là, que vous connaissez certainement, c'est l'image du ransomware WannaCry, sur lequel évidemment, vous allez être confronté si jamais il vous frappe pas. Alors, la vidéo, hop, que je vais partager avec vous. Donc, sur cette vidéo-là, alors c'est une vidéo que j'ai enregistrée ce matin. Je le fais pas en live parce que il y a toujours des problèmes en direct, donc je préfère assurer la démonstration et ça me permet de faire des pauses en même temps. Donc ici, on est dans le dossier d'un utilisateur dans lequel on retrouve des images en point JPG et on va retrouver un tas de quelques dossiers, un point TXT qui contient des liens. On va retrouver un point ODT, ODS qui sont les semblants côté OpenOffice de Excel et Word. On va retrouver un MP3 et un fichier MP4. Le malware que j'ai créé, il va s'exécuter simplement dans le dossier perso. Ça m'est déjà arrivé de me tromper, les conséquences sont un peu embêtantes. Donc, pour cette démonstration, j'ai simulé et fait cela dans le dossier perso de l'utilisateur. Alors, pour le malware ici, moi je l'ai récupéré, je l'ai mis dans une archive que j'ai appelée Microsoft Teams, et quand j'extrais l'archive, donc avec un mot de passe parce que ça contient un malware, voilà, on voit ici que même lorsque j'extrais l'archive, il n'y a rien qui sonne, et pourtant, je vous assure que la machine Windows 10 est à jour, que Windows Defender est activé, par feu, tout ça, tout est activé. Donc vous voyez ici, on est en présence d'un fichier .exe qui s'appelle Microsoft Teams avec le logo, tout va bien jusque-là. N'importe qui, hors de ce webinaire, je vous aurais envoyé ça, je suis quasiment sûr que la majorité peut-être aurait cliqué dessus. C'est une erreur de cliquer dessus. Pourquoi? Parce que quand on va cliquer dessus, alors j'ai fait en sorte que le malware affiche ce qu'il fait, voilà. Petite précision, ici on voit l'ensemble des fichiers qu'il a récupérés. Donc en plus de cela, il est capable de rentrer dans des dossiers, parce que là on voit qu'il rentre dans le dossier image, donc il est capable d'aller chercher tout un tas de choses à partir d'un point donné. Je lui ai donné comme point d'entrée mon dossier perso, mais j'aurais très bien pu lui donner le C2 point, ou autre chose. Évidemment, le petit message à la fin, vous avez été hacké, vous devez redémarrer votre machine. Mais en fait, l'avantage du malware, c'est que c'est lui qui va redémarrer la machine tout seul de l'utilisateur. On ne va même pas attendre que l'utilisateur redémarre sa machine. On va redémarrer la machine. Je vous passe le redémarrage. Hop, voilà, stock. Et on a ici au fait que le fond d'écran a été changé. Évidemment, pour ce webinaire-là, je n'ai pas affiché un message WannaCry, j'ai affiché un message plus impactant. Évidemment, dans un cas réel, on aurait retrouvé certainement un fond d'écran qui incite à payer avec telle adresse en Bitcoin, etc., etc. Et on va aller vérifier ensemble que le dossier de l'utilisateur a bien été chiffré, que les extensions des fichiers ont été changées. Ici, pour la démonstration, elles ont été changées en takeoff, mais évidemment,
dans des cas réels, on retrouve des points gris, des points hack, etc., etc. Et quand on essaye d'accéder aux différentes données, comme vous voyez, elles sont bien chiffrées. On ne peut pas récupérer les données, à part si on est capable de créer un algorithme de déchiffrement. Vous comprenez maintenant pourquoi, évidemment, le ransomware peut être catastrophique pour des sociétés. Là, on est simplement dans un dossier perso. Vous imaginez bien que sur un serveur de sauvegarde, sur une base de données, sur tout ce genre de choses, ça peut avoir des conséquences beaucoup plus dramatiques. Voilà pour ma part. Je vais laisser la main à Julien pour présenter un petit peu les différentes formations que nous proposons chez Tecoff et les différents spécialistes. Je reprends la main. Alors désolé Bastien, je t'ai un petit peu coupé l'herbe sous le pied et tu ne m'en voudras pas. Alors j'espère que vous m'entendez bien encore une fois. Hop, je reprends la main ici. Donc merci pour toute cette présentation et ce que j'espère qu'en tout cas vous avez pu vous rendre compte et d'avoir une meilleure connaissance un peu de tout ce qui se fait au niveau ransomware. Donc hop, je vais peut-être partager. Ça ira peut-être mieux, mon écran. On est sur signal. Hop, 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 écran entier. Ici. Voilà. Donc merci à Bastien. Et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à continuer à en poser sur le chat. Après ma petite présentation aussi, Bastien reprendra la main pour pouvoir répondre à ces questions-là. Donc, nous, on forme chez eCatalyst, comme je vous l'avais dit, à travers notre école Tecoff, les futurs spécialistes. Donc, tout ce que vous a montré Bastien, on apprend aussi à nos étudiants à comprendre les risques liés à ces ransomware, les risques liés à un manque de sensibilisation, un manque de formation, un manque de bonnes pratiques, de bonne hygiène, comme on l'appelle dans la cybersécurité. Notre objectif, c'est de former les futurs les experts de demain, de peut-être mettre à jour vos connaissances, vos compétences dans la cybersécurité, dans le numérique en général, mais plus spécifiquement pour cette formation-là sur la cybersécurité, dans notre école 100% téléprésentielle. Donc, on a 3 grandes formations pour l'instant. On a la première qu'on vient de vous présenter, donc spécialiste des défenses des systèmes d'information. On a un référent numérique spécialisé CDPO, donc délégué à la protection des données pour la mise en place donc, du RGPD et au-delà de ça, de la vie privée des gens. Et enfin, on a une troisième formation qui est Community Manager Maker, donc pour devenir Community Manager auprès des petites entreprises, des grandes entreprises, des petites entités, ou être freelance, où on va intégrer en plus du Community Manager des compétences en création de contenu 3D, contenu Internet et de la réalité virtuelle. Donc ça, ce sont nos formations sur lesquelles on forme. Là, ici, vous avez une partie de nos formateurs qu'on a en interne et qui sont salariés d'eCatalyst. Vous avez eu la chance d'avoir une présentation de Bastien. Il y a Antoine aussi, moi qui interviens de temps en temps, Victor et Fabien aussi. Là, ce ne sont nos formateurs que sur la partie SDSI. On a d'autres formateurs sur le référent numérique, d'autres formateurs sur le community manager, même si certains de nos spécialistes vont d'une formation à l'autre pour justement améliorer les choses en termes de sécurité numérique et d'habitude sur les bonnes compétences et les bons réflexes en matière de sécurité numérique. Donc, comment nous trouver, nous? Alors, on est plutôt assez présent sur les réseaux sociaux. Si vous êtes là, c'est que vous avez en partie été capté par une de nos communications. Et heureusement, fort heureusement, parce qu'on a nos community managers qui s'occupent de cette partie-là. C'est aussi notre force. Donc, on a nos 2 sites Internet, bien entendu. On a de l'Instagram, du Facebook, du Twitter, du LinkedIn, du TikTok même. De toute façon, les slides seront mis à disposition si vous avez renseigné votre adresse mail. Le replay vous permettra d'aller capter l'information. Sinon, vous allez sur le meilleur des moteurs de recherche et vous tapez eCatalyst ou Tecoff. Et normalement, vous devriez tomber sur nos aspects de communication. Ici, vous avez vécu le premier webinaire qui regroupe, qui parlait du coup du ransomware et de cet aspect cybersécurité. On a choisi de parler chaque semaine d'une de nos formations différentes. Et donc, la semaine prochaine, vous allez avoir rendez-vous
avec Marie qui va avoir la gentillesse de vous présenter pourquoi faire appel à un community manager, pourquoi quand je suis une entreprise, quand je veux lancer ma boîte, quand ma boîte existe déjà depuis un moment, quand je ne sais pas comment parler à mon audience, comment je ne sais pas comment communiquer avec les jeunes, les moins jeunes, les anciens, communiquer plutôt avec les femmes ou avec les hommes, les entreprises, les particuliers, comment adapter sa communication à travers tout ça. Donc ça, vous aurez la possibilité de vous inscrire, si ce n'est pas déjà fait, sur les liens qui ont été communiqués sur les réseaux sociaux et qu'on vous communiquera aussi par retour de mail dès jeudi prochain à partir de 17h. Ce que je vous encourage à faire aussi, vous professionnels, c'est de cliquer sur ce lien quand vous le recevrez et pour aller remplir justement un questionnaire où on va chercher à comprendre quels sont vos besoins en numérique et en quoi nous, on pourrait y répondre à travers un groupement d'employeurs peut-être qui proposerait de mettre à disposition nos stagiaires en tant que futurs stagiaires dans votre entreprise et pourquoi pas futurs aidants, futurs salariés dans votre entreprise, futurs freelance. Notre objectif, c'est encore une fois de créer à travers notre projet Ascent une marketplace de nous formons les futurs experts. Vous avez besoin de ces futurs experts. Profitons-en pour qu'il y ait justement une réponse de besoin à la demande. Sur cette partie-là, moi j'ai fini. On va pouvoir attaquer et je vais rendre la main à Bastien qui va pouvoir, comme ça on pourra tenir surtout le timing qu'on s'était imposé et pour qu'il puisse répondre à quelques questions. Et vous avez été nombreux à poser les questions et je vous en remercie. On va répondre à certaines questions et au pire, on vous collera les réponses dans le retour de mail aussi. Je rebascule avec Bastien. Alors, je vais partager mon écran par rapport. Je vais pouvoir répondre aux questions directement sans partager l'écran, parce que le fichier des questions n'est pas très propre. On va rester sur quelque chose de propre. Alors, une question qui a été posée, il ne peut pas y avoir d'installation silencieuse et invisible d'un ransomware, il faut nécessairement une action de l'utilisateur. Alors non, il ne faut pas nécessairement une action de l'utilisateur. Il y a aujourd'hui des vecteurs d'infection qui malheureusement installent à l'insu et de manière invisible un malware. Alors après, le malware, il peut être un ransomware, il peut être toute autre chose. Là, on parle du ransomware, mais dans la majorité des cas, il y a quand même une action de l'utilisateur, mais dans certains cas, et ce sont les malwares les plus avancés, il va quand même y avoir une action de l'utilisateur parce qu'il va avoir besoin d'aller sur un site internet ou de faire quelque chose, mais loin de lui l'idée en fait qu'il est en train de cliquer. Il n'y a pas forcément besoin de cliquer sur un fichier exécutable. On l'a vu par rapport au drive-by, le fait d'aller directement sur un site internet. Et on a aussi le drive-by download en fait qui va évidemment permettre au navigateur de télécharger en fait à l'insu de l'utilisateur une charge malveillante et tout ce genre de choses. Donc, dans la majorité des cas, il y a une action de l'utilisateur, mais pas forcément à chaque fois et de manière invisible. Ça, oui, ça se fait et c'est ce qui est le plus dangereux. Que conseillez-vous pour sensibiliser au mieux ces salariés à la cybersécurité? Alors, il y a plein de solutions qui sont à envisager. Aujourd'hui, évidemment, par intérêt financier, les sociétés essayent de faire de la sensibilisation en interne, donc de prendre les personnes les plus compétentes peut-être dans la matière pour essayer de sensibiliser. La sensibilisation, j'aurais tendance à dire que c'est quand même un métier. On ne peut pas s'improviser personnel de la cybersécurité et on ne peut pas improviser de la sensibilisation comme ça. Alors, il y a pas mal d'informations et de vidéos que l'on peut trouver sur les sites du gouvernement, l'ANSSI et tout ce genre de choses pour peut-être un support de sensibilisation, mais ça ne vaut pas la sensibilisation d'une personne qui travaille dans la cybersécurité, qui est professionnelle de la cybersécurité, qui est à jour aussi, parce que si on vous parle de virus et tout ce genre de choses, on sait que ça n'existe quasiment plus et ce sont des malwares qui aujourd'hui on va voir disparaître au profit d'autres. Donc, c'est bien d'avoir quelqu'un qui est du métier et qui est capable de vous donner les dernières infos. Évidemment, je serais tenté de dire que chez Catalyst, nous avons ces compétences-là et nous avons des personnes qui sont capables d'intervenir pour sensibiliser par différents moyens, des travaux de groupe, des vidéos, des cas pratiques et tout ça, les salariés à toutes ces menaces-là. Question, c'est quoi un shadow broker? Alors un shadow broker, je pense que la question a été posée parce qu'on a parlé de black hat et de white hat. Un shadow broker, ce n'est pas une personne. Les shadow brokers, c'est un groupe de pirates informatiques qui ont utilisé en fait
lorsque, avec l'histoire d'Edward Snowden, pour ceux qui sont un petit peu intéressés à cette histoire-là, ou comme moi qui ont regardé le film en fait, quand Edward Snowden a quitté la NSA, hein, si je me souviens bien, il a donné quelques vulnérabilités qu'on appelle des 0D qui étaient utilisées par la NSA pour évidemment faire de l'espionnage. Parmi ces vulnérabilités-là, la MS-17-010, donc qui est une faille sur le protocole SMB, et donc qui a été utilisée par les shadow brokers pour justement créer le ransomware WannaCry. C'est cette vulnérabilité-là qu'il a exploité pour justement se propager aussi rapidement. Et pourquoi il a marché? Parce qu'il a exploité une faille 0D. Alors, bonjour Bastien, c'est dans la globalité des entreprises, les malwares type demande de rançon, car la plupart des menaces de ce type vont plus souvent concerner les particuliers. En ce moment, en fait, oui, on a beaucoup de malware de type ransomware, ce qui est normal parce que aujourd'hui, avec la situation sanitaire, les entreprises sont un petit peu toutes prises au coup. Et donc forcément, quand il faut payer tout ce genre de choses, quand on imagine que la société va perdre ses données, il y a des sociétés qui, pris à la gorge, malheureusement, vont devoir payer. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on retrouve principalement le ransomware dans les entreprises. Chez les particuliers, je suis intervenu qu'une seule fois pour un cas d'un PC d'un particulier pris sur un WannaCry. Donc je pense que c'est beaucoup plus les entreprises, parce que l'objectif d'un ransomware, c'est quand même de se faire de l'argent. Donc on sait très bien qu'un particulier, si on lui demande de payer 150 000 en rançon, ça risque d'être compliqué. Personnellement, moi, si on me demande ça, je change de PC. Ça va aller plus vite, enfin, de disque dur déjà. En tant qu'employeur, comment puis-je savoir qu'une personne fait partie des black hats lorsque je recrute? Alors ça, c'est toute la question auquel tous les employeurs aimeraient avoir la réponse. Malheureusement, il est difficile de pouvoir savoir si la personne est, saine ou non. Je pense que là, on ne peut pas savoir les choses en avance. Ça va demander à la société de disposer d'une segmentation au niveau des droits et des possibilités des personnes par rapport au compte, et de venir réaliser ce qu'on appelle des tests d'intrusion en grey box, parce qu'il y a le black box, le white box et le grey box. On vous en parlera certainement dans les prochains webinaires. Et en grey box, en fait, l'objectif de ces tests d'intrusion, c'est de voir si un salarié, un mal intentionné, souhaite faire du mal à un SI, jusqu'à où il peut aller avec ses droits, etc., etc. Donc ça permet en fait aux sociétés d'avoir une bonne dichotomie dans la répartition des responsabilités et des rôles au sein de la société. Parce qu'on n'est jamais à l'abri, effectivement, c'est une très bonne question d'ailleurs, que la personne qu'on embauche, ce ne soit pas une personne qui a été payée par une société concurrente. Et d'ailleurs, il y a une histoire par rapport à cela. Je parle beaucoup, je vais aller très vite. Il y a un employé de Tesla qu'on a essayé de soudoyer en lui proposant 1 million de dollars pour introduire une clé USB chez Tesla. Le salarié a refusé de payer la clé chez Tesla. Donc quoi, je pense que travailler chez Tesla, on est quand même bien. A-t-on des chiffres pour les entreprises qui ont payé sur le taux de refus de déchiffrement de la part des hackers? En toute sincérité, je pense que, et comme le disait mon ami que je vous ai présenté de manière anonyme tout à l'heure, les rançonneurs ont tout intérêt à fournir un algorithme de déchiffrement en société qui paye pour que le bouche-oreille fasse son travail et que les entreprises disent nous on a payé, on a tout récupéré. Et plus ce message sera véhiculé, et plus les rançonneurs seront, on sait que ce sont des gens, sérieux, mais on sait que quand on va payer, on va obtenir nos données. Donc ils ont tout intérêt, et c'est ce que j'ai discuté avec cette personne-là dont on a parlé tout à l'heure, qui disait que les rançonneurs, quand il avait discuté avec eux, il est tombé sur des gens très agréables, qui parlent français et tout ça, donc il était limite en train de négocier un contrat, quoi. C'était ça. Donc ils ont tout intérêt en fait à véhiculer une bonne image d'eux. Ok, on s'est fait avoir, ils ont lancé une rançon, mais l'objectif c'est que les entreprises discutent et que ils donnent l'algorithme de déchiffrement pour encore une fois inciter les entreprises à payer. Puis-je former mes salariés à ces méthodes de sécurisation? Alors oui, évidemment, je ne saurais que trop conseiller aussi les formations que nous proposons en matière de cybersécurité. Après, évidemment, on passe par de la sensibilisation, et puis les formations en cybersécurité, il y a effectivement celles que nous proposons qui permettent aux salariés donc d'acquérir des compétences. On propose aussi des formations sur certains domaines, on propose des formations à la carte. Bref, n'hésitez pas à revenir vers nous pour avoir des renseignements sur ce sujet-là. On se fera un plaisir de répondre par rapport aux différents besoins. Quelle est la meilleure solution pour se protéger d'une cyberattaque? Alors ça aussi, c'est une question qui vaut très cher et qui malheureusement aujourd'hui n'a pas de réponse, je pense.
il n'y a pas qu'une seule méthode qui permet de se sécuriser. Il n'y a pas de meilleure solution. C'est un ensemble de choses, de procédés, de processus, de matériel, de logiciels que l'on va implémenter dans des sociétés pour justement augmenter sa sécurité. Et aujourd'hui, on parle principalement aussi de sécurisation par le risque, c'est-à-dire qu'on va évidemment faire de l'analyse de risque au sein des sociétés pour mettre en avant les différents risques, les prioriser et amener un plan de traitement sur ces risques-là pour ne pas faire de la sécurité pour faire de la sécurité. Dire, tiens, j'ai acheté ce logiciel-là, il avait l'air cher, il avait l'air bien, je le prends, tout ci, tout ça. Il vaut mieux des fois voir quelles menaces on peut être potentiellement confronté et se sécuriser pour réduire ces menaces-là. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Mais il n'y a pas de meilleure solution pour se protéger de tout ça. Et la dernière question qui m'est posée, une image chiffrée par exemple n'est donc plus accessible en lecture seule. L'image chiffrée, elle est accessible en fait, sauf que la donnée à l'intérieur, parce qu'une image, comme tout document, c'est un fichier qui porte une extension et à l'intérieur de ce conteneur avec cette extension, c'est de la donnée. Et en fait, c'est la donnée qui est contenue dans ce fichier-là, dans ce conteneur-là, que l'on va chiffrer. C'est-à-dire que l'extension, c'est ce qui permet simplement à notre système d'exploitation en fait de reconnaître, de savoir comment lire la donnée qui se trouve en fait dans ce conteneur-là. Et donc l'image qui est chiffrée va être accessible quand même en lecture seule, mais le système d'exploitation, par rapport à la donnée qui se trouve dedans qui est chiffrée, ne saura pas comment l'interpréter. Et donc si on clique dessus, il va vous demander avec quel logiciel vous souhaitez l'ouvrir, parce qu'il est incapable de reconnaître le fichier. Et la donnée qui se trouve dedans, chiffrée, malheureusement, bon courage pour essayer de comprendre ce qu'il y a dedans. C'est tout le problème du ransomware. Voilà un petit peu pour tout ce tour de questions. J'espère que les réponses ont été assez claires et comment dire, satisfaisantes pour chacun. Il est 58, donc je rends la main à Julien qui, je pense, va clôturer ce webinaire. J'ai fini, tu peux couper, Julien. Hop, je reprends la main. Ouais. Pour vous remercier pour votre attention, pour les vos différentes questions. On reste disponible pour vous sur tous nos sites, surtout à travers tous nos canaux de communication. Vous voyez que même en période de crise, si vous voyez bien dans mon partage d'écran, notre cher président a pris un peu de son temps pour suivre ce webinaire et analyser un peu aussi notre site internet et peut-être se former au numérique, qui sait. Donc n'hésitez pas, merci pour votre participation. On a vos adresses mail, on va pouvoir vous envoyer les slides si vous avez besoin. On garde le contact parce que on a besoin aussi que vous, entreprise, vous reveniez vers nous concernant, vous savez, comme je vous l'ai indiqué, notre questionnaire en ligne. On ne sait jamais, n'hésitez pas sur LinkedIn à aller nous ajouter pour rentrer peut-être en communication avec nous pour prévoir un plan de formation sur du numérique, que ce soit personnel ou de votre entreprise. On reste disponible pour vous et on vous dit à la semaine prochaine. Donc, semaine prochaine avec Marie. L'intérêt, pourquoi avoir un community manager, à quoi ça sert et pourquoi en avoir un. Donc, à bientôt, bonne semaine, protégez-vous. Et on se retrouve la semaine prochaine, même heure, à 5 h. Bonne journée.